un jeu d'ambiguïté est mis en place là. Bon, je suis un tout petit peu... allons, on passera sur celle-là qui... Bon. Pour aller plus vers l'essentiel, voilà. Voilà, essayons d'approcher un peu. Après quoi, j'essayerai de faire de sélectionner 2 ou 3 choses, et puis je m'arrêterai pour plutôt proposer que vous me posiez des questions. Voilà. Voilà une chose bien connue de lui, qui est, voilà, ce tableau. Les 2 enfants sont 2 enfants menacés par un rossignol. Voilà. Oui, le titre était bien donné en français. Bon. Pour moi, une œuvre majeure. Elle devrait figurer d'ailleurs, non? Elle n'est pas là dedans. Les 2 enfants sont menacés par un rossignol. Regardez comment c'est fait. Comment ça s'appelle? Ce sont les 2 enfants menacés par un rossignol. Bon. Alors, ce qui est très frappant. Il l'a classé. 2 enfants menacés par... l'impression, non, comment a-t-il classé? Toi, tu reconnaîtras peut-être, puisque tu as présent dans les yeux, c'est la table des illustrations. Ah. Alors, est-ce qu'elle est chronologique? Je pense qu'il y a un tissu. Oh là, mais c'est immense. Cet livre-là, il y a le retour. Alors, regardez comme quelle œuvre de synthèse. D'abord, retour à l'illusion de la peinture la plus classique. On pourrait penser qu'on a affaire ici d'abord. Regardez rien que ce cadre extrêmement ancien, qu'on est retourné à la peinture à la fois de la Renaissance ou même déjà de la peinture flamande du XVe siècle. Bon. Donc, avec ce merveilleux fond, mais encore une fois, dont on ne pourra pas exactement déterminer ciel, océan, allez savoir. Bon, mais c'est tout, ça c'est pour le fond, n'est-ce pas? Une belle peinture à l'huile. Pour le reste, là-dessus, carrément des collages, et puis alors des collages en relief. Regardez cette petite barrière, n'est-ce pas, qui est ajoutée là-dessus. Qui fait dans ce genre-là? Ben oui, le collage cubiste a procédé comme ça. Il y a un assembleur extraordinaire à cette époque-là qui s'appelle Kurt Schwitters, et qui lui a fait d'ailleurs des tableaux absolument magnifiques, avec comme ça des morceaux de bois, des pièces, des morceaux d'étoffe, etc., qui fait des choses merveilleuses comme ça. Paul Klee, exceptionnellement, on a fait, Jean Arp en fait à cette époque, mais pas du tout avec cet esprit de rétablir l'illusion. Et puis cette petite maison en plus, et puis en plus avec le titre souligné, 2 enfants sont menacés par un rossignol. Et donc cette petite scène, qu'il est effectivement déplorable qu'on puisse regarder que toute minuscule comme ça, plus une chose que moi je suis peut-être le seul à pouvoir voir, là-dessus, j'ai pointé ma petite flèche là-dessus, un bouton, un petit bouton enfin c'est pas un bouton, une poignée de porte de buffet. Bon, avec au milieu d'ailleurs en point rouge, voilà, une sonnette d'alarme. C'est pas bon, c'est à la fois bouton de porte, sonnette pour qu'on puisse sonner l'alarme. Et d'ailleurs, il va y avoir un personnage qui va sonner l'alarme là-dessus. Bon. 2 enfants sont menacés par un rossignol, c'est ça le sujet. Et alors, effectivement, on voit le motif de la menace là-dessus. Bon. Parce qu'il y a, c'est une scène d'épouvante, il se passe des choses. Une adolescente, une femme peut-être, se sauve là dans le paysage, qui part en... Et oui, le rossignol. Le rossignol. Et le rossignol, invisible. Jamais on ne verra le rossignol. Donc le rossignol, il est là comme une menace lointaine. Ah oui.
à la fois urgente aussi, puisque sur le toit, là, au sommet du toit, un personnage est perché, et il va donc sonner l'alarme, quoi. Bon. Il est marqué, 2 enfants sont menacés par un rossignol, alors qu'il y a déjà, visiblement, eu un drame. Un enfant, ou, bon, peut-être il s'agit d'un enfant, effectivement, est déjà étendu sur le sol. Donc, un accident ou une menace, enfin quelque chose, ou un crime, a déjà eu lieu. Bon, le personnage qui, là-haut, est planté sur le toit, d'ailleurs sur une jambe, et qui va donner l'alarme, est lui-même très ambigu, parce que dans les bras, il tient visiblement un bébé ou un petit enfant. Bon, est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce que c'est parce qu'il vient de l'enlever? Difficile à déterminer tout ça. Bon, donc, il y a à la fois tout ce jeu sur la représentation illusoire, la destruction de cette représentation illusoire, puisque c'est du collage également. Pourquoi vient-on maintenant mettre là par-dessus, et en plus bien en évidence sur le cadre, ce petit portillon, hein. Bon. Tu vois bien là, hein. C'est trop petit. C'est très petit là, n'est-ce pas? Bon. Donc là, c'est un ensemble absolument virtuose, hein, et acrobatique, d'un jeu à la fois d'illusion, comment dire, de déception, de l'illusion, puisque à la fois on est tenté de croire, mais en même temps ce que nous croyons n'est pas du tout ce que nous voyons. Ou alors les rares choses que nous voyons sont contradictoires aussi. Bon. Voilà, donc il y a un motif ici d'inquiétude et de terreur. J'ai moi un autre motif de terreur, c'est que je vois le temps se restreindre terriblement. Pour moi, ça m'amènerait à dire quoi? Il y a un terme qui serait ici très très utile, et auquel d'ailleurs Max Ernst a forcément pensé, c'est cette notion d'inquiétante étrangeté. Hein, au fond, on est exactement dans Das Unheimliche, n'est-ce pas, dans ce texte de Freud écrit vers la fin de la guerre, où Freud s'est d'ailleurs beaucoup servi d'un conte d'Hoffmann. Ce conte d'Hoffmann qui repose énormément sur le phénomène de la vue, hein, cette vue qui est menacée justement. Bon. Bien. Or, Max Ernst est au courant, il lit les textes de Freud à cette époque-là, et donc il joue très ouvertement sur cette notion de cette étrangeté qui est à la fois très intime, hein. Si cette étrangeté est inquiétante, c'est parce qu'elle loge très très près dans notre pensée, dans notre cerveau, et qu'il y a cette espèce de balancement, de boitement entre quelque chose qui est extrêmement proche et en même temps, qui donc nous appartient et qui en même temps nous échappe. Et bien au fond, c'est beaucoup cela, quoi. Bon. Donc, hein, au fond, c'est faire appel à des événements qui échappent à notre volonté, bon, et donc qui nous laissent très largement en état de passivité. Bon, je vais essayer. Alors, je vais tâcher donc de donner ça, de donner au moins, le pendant, hein, de cette un autre volet de cet aspect de sa pensée, en nous emmenant très vite vers un plus attirante visuellement,
mais qui est une des plus, j'espère l'avoir trouvée, éclairantes intellectuellement. C'est ce que Max Ernst fait beaucoup plus tard, en figurant, alors qu'à cette époque-là, il était aux États-Unis, donc, enfin, mieux que réfugié. Hein. Il est installé aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona, et il fait, voilà, ce tableau auquel il va donner le titre. Entre parenthèses, les titres, il les donne toujours après, souvent longtemps après. Hein. Là encore, vous pouvez voir à l'œuvre le dynamisme de la passivité créatrice. Voilà, le tableau se fait, on ne sait pas ce que ça sera, on ne sait surtout pas quel nom il aura. Le nom est apporté après. Bon, hein, c'est un effet donc de cette passivité. Alors ça s'appelle le surréalisme et la peinture. Bien entendu, en écho à l'ouvrage d'André Breton qui d'ailleurs est paru déjà en entier. Comment s'appelle-t-il? C'est le surréalisme et la peinture, n'est-ce pas? Et là? Et la peinture. Le surréalisme et la peinture. En écho donc exactement aux articles d'André Breton qui ont été réunis en livres, n'est-ce pas? Donc c'est pour faire écho très exactement à André Breton. Bon, et là je crois que dans chaque élément, même si je ne suis pas un adepte féroce de ce tableau, voilà, mais là on voit au fond à peu près le programme. Voilà, on pourrait dire c'est un tableau programme. C'est peut-être pour ça que je l'aime pas trop. Parce qu'il donne un programme. Donc, ici, on assiste à la manière. Au fond, il aurait voulu donner sa méthode, n'est-ce pas? Voici ma méthode créatrice. Eh bien, il n'aurait pas fait ce tableau autrement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Cette espèce d'animal, une sorte de monstre, de monstre assez inoffensif malgré tout, qui, donc, c'est peut-être une tête de cygne, peut-être, bon, mais c'est peut-être en même temps une main, n'est-ce pas? Et on la voit en train de peindre. D'accord? Bon. Monstre oiseau peut-être. Vous vous souvenez de ce rossignol tout à l'heure? Voilà, ce rossignol qui menace. Bon. En allemand d'ailleurs, rossignol. Rossignol. C'est une Nachtigall. C'est-à-dire, c'est cet oiseau dont on ne connaît l'existence que la nuit, le jour on ne le voit jamais. Bon, mais la nuit, quel chant merveilleux, n'est-ce pas? Cet oiseau, en somme, c'est une sorte de Sainte-Cécile aussi. Bon, alors pourquoi l'oiseau est-il menaçant? Bref, il y a, vous avez remarqué, grande abondance d'oiseaux dans tout l'univers de Max Ernst. Bien. Donc, oiseau, c'est à la fois un oiseau, mais il n'a pas de plume, cet oiseau non plus. C'est peut-être tout simplement des intestins, et on pourra dire c'est peut-être notre intérieur, là, qui travaille. On pourra dire, voilà, c'est la pulsion de peindre qui est mise en scène ici, presque. Bon. Et donc, cette pulsion de peindre, voilà, voyons, on pourrait dire que ce sont des viscères, parce que vraiment, ces couleurs, jaune, rouge. Mais en même temps, tiens, cet oiseau, ah ben non, pardon, ils sont deux, il n'y a pas un, mais deux, car cet oiseau en abrite un autre, vous avez remarqué peut-être, et que fait-il? Est-ce qu'il nourrit cet autre? Est-ce qu'il le protège? Est-ce qu'il le nourrit en même temps? Bon, il y a tout un jeu très curieux, n'est-ce pas, du grand, et voilà, qui alimente un petit ou qui protège un petit. C'est tout un jeu complexe de protection, de nourriture, parce que ici il y a quoi? Il y a bouche également. On ne sait pas d'ailleurs si c'est bouche ou anus. C'est l'un et l'autre à la fois. C'est tout à fait étrange. Bref, en tout cas, voilà cet être complexe, double, qui à la fois nourrit, protège, caresse d'ailleurs aussi, car c'est un jeu de caresse aussi tout cela. Et qu'est-ce qu'il fait donc cet être? Eh bien voilà,
il est en train donc de produire une peinture. Bien. Très curieusement, cette peinture, et c'est malheureusement là-dessus que je serai obligé de terminer aujourd'hui, cette peinture ne ressemble pas tellement à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, c'est de la peinture, c'est pas de l'assemblage, et puis très curieusement, elle trace sur une sorte d'immense, comment dire, c'est plus un paysage, c'est un cosmos plutôt. Elle trace des ellipses, des volutes, etc. Bon. Et bien, c'est au fond, c'est justement ça la chose étrange, n'est-ce pas? Ce traçage. Bon. Ça fait penser à une autruche. Elle a quelque chose de l'autruche aussi. Voilà, c'est pas cet animal au cou des plumes aussi. Bon, donc elle trace. Quelle est la référence peut-être la plus proche, disons, qui s'est produite, hein, un événement qui s'est produit, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais que Max Ernst retient dans cette période? Il a donc été aux États-Unis. Il jouit déjà d'une notoriété internationale parce qu'on l'a aidé, n'est-ce pas, à bien se faire connaître là-bas. Et il va rencontrer, là, en 1941, je crois, très exactement, il rencontre un jeune artiste américain, bien connu, qui sera connu plus tard, qui ne l'est pas encore, qui s'appelle Jackson Pollock. Bon, le fameux, vous savez, l'artiste des drippings, n'est-ce pas, tout ça. Bon, or, comment est-ce qu'il est venu à ces drippings, Jackson Pollock? C'est tout simplement Max Ernst qui lui a appris. Bon, et Max Ernst raconte comme lui a appris, ben oui, voilà, toujours, n'est-ce pas, voilà, pour montrer comment on peut créer sans rien faire, eh bien voilà, je prends une boîte, c'est pas peinture, je mets un trou dedans, cette boîte, je l'attache, comment dire, je mets une ficelle à l'anse, et puis hop, je promène tout ça, voilà, sur une grande surface, et puis après, ça s'est appelé des drippings. Bon, Pollock ne fera pas une grande philosophie là-dessus, mais Max Ernst, lui, dit, voilà, mes gestes sont commandés par un ensemble plus grand que moi, mes mouvements correspondent à une sorte d'harmonie, de rythmie, et ce que l'on aura sur la toile pour finir sera la transmission, la traduction, la trace de cette, et ben voilà, de cette passivité créatrice. On peut trouver d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui aussi a cet élément surréaliste, quoi qu'il ne le soit pas, c'est Francis Bacon avec les poulets, tu vois, ces espèces de monstres de Francis Bacon dans certains tableaux, qui font un petit peu penser à cela. Il doit vraisemblablement également, je ne sais pas quelles sont les dates, mais il y a une inspiration, un élément, un ingrédient tout au moins surréaliste chez Bacon, quoi qu'il ne le soit pas. Oui, mais qui d'ailleurs ne refuserait pas, même s'il n'est pas. Mais oui, Bacon fait ça dans les années 60, n'est-ce pas, et les 70. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, nous avons vu quelque chose de cette passivité créatrice. En somme, comment dire, il nous met simplement en face d'une autre manifestation de l'inconscient. Là, on en a eu deux, n'est-ce pas, cette inquiétante étrangeté tout à l'heure. Et puis ici, on voit comment dire, poindre une autre proposition d'un inconscient qu'il faudrait appeler autrement. C'est un inconscient du corps, cette fois-ci. Un inconscient, en tout cas, auquel il veut donner une dimension cosmique. Et cette nouvelle subjectivité, c'est moi qui propose le terme de nouvelle subjectivité, vous ne le trouverez pas chez Ernst. Mais en tout cas, il l'a fait exister par ses propositions, parce que de plus en plus, à partir des années 50, ces façons de procéder
vont se modifier, et il va aller vers des représentations telles que celle-ci, cosmiques, ayant une profondeur, ayant à la fois profondeur et transparence, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Bon. Voilà, je suis désolé de ne pouvoir vous proposer aujourd'hui que ces suggestions et de ne vous donner au fond que le squelette et de ma réflexion. Je pense que je vais la développer, la transcrire et l'inscrire dans un... Probablement ça paraîtra dans un numéro de la revue Mélusine, mais je ne sais pas encore, qui paraît aux éditions de l'Âge d'Homme, mais je ne sais pas quand encore, hein, parce que le texte rédigé, non, il n'existe pas encore, hein, ça n'existe que sous cette forme-là. Je te remercie énormément. Je ne voudrais pas empiéter sur ton temps, puisque vraiment, tu dois t'absenter. Mais on peut disposer de combien? D'un quart d'heure? Non? Georges, je disais, je ne voudrais pas empiéter sur ton temps. Moi, je dois partir, là. Tout de suite? Malheureusement, oui. Ah bon, dans ce cas-là, s'il y a une... Voilà, je peux juste répondre à une autre question en rangeant mes affaires. Donc, on ne fait pas de questions, alors. Si, vous pouvez, pendant que je range mes affaires, quoi. Ah bon. Hein, oui. Mais, donc, je les... Très volontiers, hein, pour les questions, tant que je suis là. Non? Si vous avez une question à poser à Georges, puisqu'il parle. Oui, voilà. Vous avez quelque chose tout en rangeant mes affaires, je peux faire deux choses à la fois. Hein. Je peux à la fois rembobiner mon... si vous voulez débrancher... Oui, c'est ça. Ne faisons pas de questions. Je garde encore un petit peu l'assistance pour compléter par quelques textes de Ernst, mais là je ne peux pas empiéter sur ce que tu as fait. Là, il y avait le retour de la belle jardinière, où l'on voit aussi l'élément de l'oiseau avec la colombe dans cette fameuse belle jardinière, qui a été un des éléments qui était au début de ce que représente ce livre qui a été fait par Werner Spies, qui a été et qui est peut-être directeur du centre Pompidou. Il a été, c'est ça. Il a été, mais disons, il y a une bonne... C'est ça, oui. Il y a à peu près une dizaine d'années. Hein, et qui représente, peut-être que tu ne l'as pas vu, Hitler lui-même devant la belle jardinière qui a été détruite, je crois, et qui a été refaite sous une autre forme, ici, dans cette fameuse exposition de l'art dégénéré dans laquelle on a exposé les œuvres en particulier du surréalisme, mais qui allait très loin, puisque dans l'art dégénéré, on remontait jusqu'à Van Gogh, j'ai l'impression. On a inclus quelqu'un qui d'autre part n'était pas idéologiquement particulièrement contre le national-socialisme, qui était Nolde, que l'on a qui était même très proche, qui n'est devenu artiste dégénéré que par colère et rancune de Goebbels, qui voulait l'obtenir pour eux, et comme il a pris ses distances, eh bien, ils l'ont donc, puisque tu ne veux pas être avec nous, eh bien, tu seras donc dégénéré, etc., et interdit de peindre, et ainsi de suite. D'ailleurs, je crois que toutes les œuvres n'ont pas été détruites, parce que, malgré tout, les gens qui, que ce soit Goebbels, Göring, tous les gens qui étaient autour de Hitler qui organisaient cela,
étaient près de leurs intérêts aussi. J'ai l'impression qu'ils en ont repris, confisqué à leur compte. Bien entendu, il en ont fait un commerce là-dessus. Bien sûr, il en a vendu en Suisse énormément. Bien sûr, oui. Mais à propos de la colombe, effectivement, là, on touche encore, comment dire, une des grandes ambivalences d'Ernst. Parce que l'oiseau peut avoir ce double visage qu'on a observé tout à l'heure. Il peut être un oiseau tout à fait inquiétant, ou il peut être un oiseau totalement inoffensif et victime. Et inoffensif, victime, un petit pigeon, autre chose comme ça, c'est très largement, comment dire, une sorte d'autoportrait, représentation de lui-même. Bon. Et donc il y a un jeu, il y a un oiseau très inquiétant, un autre, donc l'oiseau très inquiétant, très souvent ça pourrait être le père, son propre père, envers lequel il a des relations très très ambiguës, parce que ce père est en même temps son modèle d'artiste, celui qu'il a mis sur la voie de la création, en même temps il est un personnage terrifiant. Bon. Et donc dans ces représentations, dans cette dualité terrible, Ernst, au fond, rend à la fois hommage au père, est en même temps terrorisé, et donc il y a, comment dire, au fond, tout un rapport à la monstruosité, où il est à la fois, comment dire, victime de ce monstre et monstre lui-même. Bon. Ce qui donne quelque chose de tout à fait fascinant. Et donc dans toutes ces représentations, il faut penser qu'une scène, la question de la scène originelle, combien de fois il s'y annule lui-même. Voilà, c'est le fameux texte qui est au fond. De scène originelle qui remonte même à sa propre conception. C'est ça. Une sorte exactement. De représentation. C'est son père qui est à la fois géniteur, artiste, qui lui apprend ce qui deviendra sa propre méthode, qui en même temps le terrifie, et qui en même temps est fondateur, de ce... c'est une scène originelle. On t'applaudit. Merci, merci Georges. On s'écrit, on se parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, très intéressant. Il y a beaucoup d'oiseaux, on les voit, c'est étrange, ces colons. Mais j'avais le texte, je voulais simplement vous retenir encore pendant quelques minutes, parce que il faut que nous fassions bonne mesure. Et donc, il faut qu'on atteigne jusqu'à 5 heures, parce que j'ajoute à la... Je ne vais pas revenir. Moi, je dois amener mon fils à... Vas-y. Oui. Mais c'était parce que je voulais simplement... Merci infiniment pour ta présence. Je voulais ajouter quelques documentations sur des textes écrits de Max Ernst, en particulier sur l'érotisme, et qui sont très intéressants et qui font partie intégrante d'ailleurs de la fondation du surréalisme, puisque Ernst était avec Breton, Buñuel, Dali et Éluard, comme l'a rappelé Georges, non seulement quelqu'un qui a appartenu au surréalisme, mais qui a été tout à fait partie prenante, et qui a écrit, en particulier, voilà un texte, Qu'est-ce que le surréalisme, où l'on voit commenter ce qui a été le thème de Georges, d'ailleurs sur la liaison entre création et passivité. Il restait Qu'est-ce que le surréalisme? Ça a été écrit en 1934. Il restait au monde de la culture occidentale comme dernière superstition, comme un triste résidu du mythe de la création. Il ne faut pas du tout me voir, moi. On ne te voit pas, René. On ne te voit pas, regarde. Tu n'es pas dedans. Bon, enfin, je peux filmer là-bas, si tu veux. Mais je vais répéter parce qu'il faudrait... Tu t'es coupé là, René. Il faudrait mettre ça sur une image de Ernst.
on peut mettre, puisqu'il pourrait mettre aussi ça sur une image réelle, ça serait très bien. Laquelle Ben, je ne sais pas, moi, celle que tu veux, par exemple. Ça, c'est une image. Et on a représenté ça, oui. Il y a donc une importance. Il restait au monde de la culture occidentale, comme dernière superstition, comme un triste résidu du mythe de la création, la légende du pouvoir créateur de l'artiste. Un des premiers actes, c'est ça le texte de Ernst, un des premiers actes révolutionnaires du surréalisme a été d'attaquer ce mythe par des moyens objectifs, sous la forme la plus corrosive et certainement de l'avoir détruit à tout jamais. En même temps, il insistait avec force sur le rôle purement passif de l'auteur. L'auteur est entre guillemets dans le mécanisme de l'inspiration poétique. Donc cette destruction de l'auteur que l'on voit par exemple chez Blanchot, que l'on voit chez Foucault également, que l'on voit également chez Deleuze, reprise à leur compte, c'est quelque chose qui, sans qu'il le mentionne, est aussi d'inspiration surréaliste, bien que n'ayant pas les mêmes attendus et ne se référant pas aux mêmes sources qui sont issues dans le surréalisme, essentiellement, Georges l'a rappelé aussi, des sources venues de l'inconscient, de la psychanalyste freudienne. Il insistait avec force sur le rôle purement passif de l'auteur dans le mécanisme de l'inspiration poétique et dénonçait comme contraire à celle-ci tout contrôle actif de la raison, de la morale et toute considération esthétique. L'auteur peut assister en spectateur à la naissance de l'œuvre et poursuivre les phases de son développement avec indifférence ou passion. De même que le poète épie le cours automatique de sa pensée et en note tous les incidents, le peintre jette sur le papier ou sur la toile ce que son inspiration visuelle lui suggère. Voilà ce qu'il considère comme passivité, qui est en opposition d'ailleurs avec d'autres théories de la création, comme celle par exemple qu'expose Valéry, mais c'est antérieur au surréalisme, c'est en 1894, dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, où il s'oppose au contraire à cet apport de l'inconscient, de l'imagination, de l'inspiration. Là, c'est une autre forme qui n'est pas, que l'on trouverait aussi dans le romantisme, mais qui n'est pas non plus exactement romantique, quoique le surréalisme, celui de Breton, celui de Ernst, soit très attentif au romantisme allemand, à celui des premiers romantiques, de Novalis, de Arnim, etc. C'en est fini, cela va sans dire, de la vieille conception du talent, et c'est aussi entre guillemets, qui finit aussi de la fini. Ah, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'en est fini, non, c'est moi qui ai mal lu. C'en est fini, cela va sans dire, de la vieille conception du talent, fini aussi de la divinisation du héros, de la fable agréable au lubrique de l'admiration, et qui vante la fécondité de l'artiste, qui pond 3 œufs aujourd'hui, 2 demain et rien dimanche. Comme tout homme normal, mais pas uniquement l'artiste, porte, on le sait, une réserve inépuisable d'images enfouies dans son subconscient. Cette affaire de courage ou du procédé de libération employé tel que l'écriture automatique, de mettre au jour, par des explorations dans l'inconscient, des trouvailles non falsifiées, des images, etc. D'où il ressort, c'est ça. Il cite Paul Éluard, l'objectivité poétique n'existe que dans la succession d'un enchaînement de tous les éléments subjectifs dont le poète est jusqu'à nouvel ordre, non le maître, mais l'esclave. Voilà qu'est-ce que c'est que cette passivité. Alors il dit également au début,
il ne parut pas facile aux peintres et aux sculpteurs de trouver un procédé analogue à l'écriture automatique. Puisque c'est né, effectivement, cette idée de la passivité du côté de l'art de l'écriture, de la littérature, et adapté à leurs possibilités techniques d'expression. Toutes les recherches théoriques ne pouvaient en l'occurrence leur être d'aucun secours. Seuls au contraire, des essais pratiques et leurs résultats pouvaient les aider. Alors, il cite la phrase célèbre, la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, qui est de Lautréamont, est aujourd'hui un exemple. Voilà l'image. On ne voit pas, c'est pas l'illustration de cette rencontre, mais c'est quelque chose d'autre. C'est aujourd'hui un exemple universellement connu et devenu presque classique du phénomène découvert par les surréalistes, à savoir que le rapprochement de deux ou plusieurs éléments de nature apparemment opposés sur un plan de nature opposée à la leur provoque les plus violentes déflagrations poétiques, d'innombrables expériences individuelles, etc. Bon, je ne lis pas jusqu'au bout parce que je ne vais pas commenter sur le surréalisme, mais c'est ça qui est au fond de cette idée d'une création liée à une passivité et qui fait qu'effectivement il y a dans la peinture surréaliste énormément d'éléments qui sont empruntés du point de vue représentatif à l'extérieur. Il n'est pas anti-représentatif, ce n'est pas une brisure, une rupture, comme ensuite certaines autres théories artistiques l'ont introduit, de la représentation. C'est quelque chose qui est contemporain, qui est simultané d'autres mouvements anti-représentatifs, anti-figuratifs, mais ce n'est pas du côté de l'anti-figuration, de la non-figuration, que le surréalisme introduit une révolution dans l'art. C'est quelque chose d'autre, qui est d'une part aussi l'élément qui sera surtout exploité d'ailleurs par Duchamp, c'est-à-dire sinon la sortie de l'art, tout au moins une rupture avec les canons de l'esthétique, ce qui ouvrira cette crise dont on n'a pas fini de sortir à l'heure actuelle, qui est justement la problématisation de l'art, ou l'anti-art, ou l'inesthétique, ou la non-esthétique. Et d'autre part, c'est dans le domaine de la figuration, non pas la rupture avec la figuration, mais l'utilisation, le découpage, le collage, le montage d'éléments figuratifs empruntés un petit peu partout. Ou alors de l'utilisation du hasard, l'utilisation de l'élément purement mécanique et extérieur à l'orientation que peut lui donner l'artiste de la matière picturale proprement dite, comme par exemple chez Pollock, les trippings, ou alors des frottages, des applications telles que des applications de verre sur toile ou papier telles que les pratiquera Ernst en particulier dans de grandes suites, de grandes séries qui sont peut-être parmi ses plus connues, qui donnent des sortes d'arborescences fantastiques, ou alors ces éléments qui font intervenir de véritables scénographies de l'irréel ou surréel par rapport à la réalité, comme celles qu'a montré George Bluss
avec les enfants effrayés par un rossignol ou Sainte-Cécile, etc. C'est là un peu des éléments de la révolution surréaliste qui, en dehors de ce centre qu'elle trouve picturalement chez des auteurs qui se sont connus, d'ailleurs, qui ont opéré de façon différente, comme Ernst lui-même, Dali, Chirico, etc. On construit tout un compendium, tout un ensemble proprement surréaliste, mais en dehors, le surréalisme a pénétré de façon extrêmement profonde tous les éléments de l'art contemporain, c'est certain. Et assez, je disais au début, en m'étant trompé, en ayant avancé la mort de M, je regrette de ne l'avoir jamais connu. J'aurais pu fort bien le connaître, mais je connaissais une personne, si l'on peut dire, ça fait un petit peu langage de canard, comment ça s'appelle, c'est pas Charlie Hebdo, je sais pas quoi, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Je connaissais quelqu'un qui connaissait Ernst et qui précisément avait développé, elle, c'était chez Ernst, un de ses éléments, c'est celui des applications de verre donnant des arborescences, de la même façon que Pollock avait développé le dripping, c'est-à-dire des éléments, des éléments qui sont donnés dans l'ensemble de son activité picturale. Mais aujourd'hui, je voulais surtout insister sur deux choses parmi les écrits. Premièrement, quelque chose qui est très curieux, que j'ignorais totalement, c'était j'ai perdu, je crains que... Non, peut-être pas. C'était un texte qui était écrit après la Seconde Guerre mondiale, en 1954, à un moment, Georges Bleuss l'a rappelé, où Ernst avait tâché de revenir en Allemagne, mais ne s'y était pas implanté, n'avait pas reçu l'accueil qu'il espérait, donc il n'était pas resté. Mais qui a donné, c'est un texte qui date de 1954, qui a donné un entretien avec Jean Schuster. Je ne sais pas qui c'est Jean Schuster, le nom me dit quelque chose, mais c'est un écrivain qui dirigeait une revue sur l'Allemagne. Et Jean Schuster l'interroge justement sur la situation en Allemagne. Et je lis intégralement parce que je ne pourrais pas le résumer. Max Ernst. Alors Jean Schuster, vous avez repris contact avec l'Allemagne. Quel est votre avis sur la situation allemande? Et nous sommes quelques-uns ici qui ne pouvons admettre que le seul nom de Hitler ait pu effacer ceux de Kant, Goethe, Lichtenberg, Jean-Paul, Novalis, etc., etc. Max Ernst, je dois vous dire d'abord que mon voyage fut beaucoup trop bref et limité aux pays bordant le Rhin de Cologne à Bâle, pour que je puisse apporter le témoignage circonstancié que requérait cette question. Il est impensable que des mesures de violence vulgaire puissent effacer des traces laissées dans la formation spirituelle et la sensibilité d'un peuple par des poètes et philosophes de cette envergure. J'ai pu m'en rendre compte, d'ailleurs, par des conversations que j'ai eues avec de jeunes universitaires de plusieurs villes rhénanes et aussi en visitant les librairies des mêmes villes. Il ne faut pas oublier que la presque totalité des livres a été anéantie par les holocaustes et les bombardements. Le vide ainsi créé n'a pas encore été entièrement comblé. Je n'ai par exemple pu trouver une seule édition des œuvres d'Arnim. Arnim qui est un poète romantique.
mais presque tous les autres romantiques ont été réédités. Leur influence sur la jeunesse est dominante. Je n'ai pu personnellement assister à une série de conférences soigneusement coordonnées qui a eu lieu à Munich et à laquelle ont contribué les plus grandes vedettes de la vie culturelle allemande. Vedettes est entre guillemets, évidemment, ce que j'ai pu. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui vaut la peine d'être lu littéralement. Ce que j'ai pu savourer dans les comptes rendus de la presse et des périodiques m'a pourtant laissé rêveur au sujet de la survedette Martin Heidegger. Le thème général de ces conférences fut à peu près la condition faite à l'homme moderne par la technique moderne. Je vais essayer de résumer et de traduire en termes clairs la leçon offerte par Heidegger. La nature et l'homme se lancent mutuellement le défi. L'homme traqué par la nature, gestellt, dans le sens qu'un chien d'arrêt, stelt, traque le gibier, répond à cette provocation par une provocation. De son côté, il traque, non sans courir des risques, les énergies de la nature pour les dominer par la technique, c'est-à-dire les sciences et les arts. Cette activité de traquer implique de graves dangers pour l'homme, pourtant elle ne doit pas être confondue avec une provocation de la destinée. C'est entre guillemets. Elle mène au contraire vers le décaché du cache, c'est entre guillemets, qui traduit, c'est la traduction qu'il donne c'est en français, puisque Martin parlait parfaitement le français aussi bien que l'allemand, donc ce n'est pas une traduction. Si c'est une traduction, mais c'est lui qui la donne ainsi. Elle-même, au contraire, vers le décaché du cache, qui traduit le mot qu'il met entre guillemets, das Entbergen, qui est le mot allemand, vers ce qui est libéré de toute la vérité. Aletheia, le mot grec pour vérité, veut textuellement dire ce qui est libéré de l'oubli vers la liberté. L'été, c'est l'été, l'oubli. Aletheia, le mot grec pour vérité veut textuellement dire ce qui est libéré de l'oubli vers la liberté. Tout reniement, toute condamnation de la technique est donc sans fondement. Tout cela a été un recensement exact. D'ailleurs, si vous lisez de la conférence sur l'essence de la technique de Heidegger. On peut même affirmer que le traquer mais traquer, c'est un mot que je n'ai lu que chez Ernst, parce que les autres traducteurs en français, je crois pas, l'ont pas utilisé. Que le traquer est pour l'homme une activité inespérément libératrice. Mais l'homme, dominé uniquement par cette activité, court le grave danger d'être exclu du décaché menant vers les origines. Le décaché, on ne l'utilise pas en français, en général, dans les traductions, oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est lié à la notion de l'oubli de l'être, de remonter, de sortir de cet oubli. Donc, je ne sais pas quel est le mot qu'on utilise, mais le mot décaché, à mon avis, est purement de l'autorité de Max Ernst. Le décaché existant pouvant le mener vers la négligence de l'essentiel du non décaché. Cette activité peut donc être qualifiée de danger suprême, de danger en soi. L'essence de la technique peut être résumée comme l'assemblage de la provocation qui appelle l'homme à décacher le réel comme consistance à la façon de cultiver. Vous m'objecterez que tout cela n'est qu'un amas de vérités premières, une philosophie pour enfants. Comment expliquer le retentissement de ces propositions
que certains considèrent comme le sommet du sublime, jamais atteint par un esprit humain. Ça, c'est assez amusant, parce que c'était vrai à cette époque pour les heideggeriens, qui considéraient la pensée de Heidegger comme le sommet du sublime, jamais atteint par un esprit humain. Même le langage spécial de Heidegger, il traque le langage comme un chien de chasse traque le gibier, et saveur pour certains. Rares sont ceux qui osent le qualifier de produit d'une culture intense, de souffleur de rhétorique. Il est assez près, là, de ce qu'écrira, je crois un peu plus tard, Adorno sur ce qu'il appelle le jargon de l'authenticité. Pourtant, dans ce langage de Heidegger, il faut chercher partiellement le secret de son retentissant succès. Prenons par exemple cette phrase, extraite de la deuxième partie de son discours, dans laquelle il cherche à approfondir il y a une sorte de monstre là, de dragon qui est en train d'englober, d'enserrer, d'embrouiller de ses tentacules, je pense, la notion ou le langage. Alors, je reprends. Prenons par exemple cette phrase, extraite de la deuxième partie de son discours dans laquelle il cherche à approfondir la notion de Wesen. Wesen, l'être, parce que en allemand, l'être comme en français d'ailleurs, se construit sur plusieurs racines, sur plusieurs radicaux. Il y a sein, qui est l'infinitif, et gewesen, qui est le participe passé, de sorte qu'il y a dans le mot être différentes sonorités, différents vocables, dont celui qui est non pas Wesen, mais gewesen, mais qui est en composition dans le participe passé. C'est celui sur lequel que Heidegger utilise effectivement pour commenter le concept d'être qui est le mot sein allemand. Donc la notion de Wesen n'est pas quelque chose qui existe dans le langage courant. On ne le voit pas comme mot allemand Wesen, donc il est en composition. Mais lui, Heidegger le détache comme étant quelque chose qui est un complément ou une autre forme de ce qui est l'être. Alors, la notion de Wesen ou l'essence du traqué, une fois. Alors, voilà comment Heidegger le commente. C'est le Max Ernst qui donne le texte. Une fois, le Gestel, le traqué organisé. Le Gestel, c'est un mot utilisé par Heidegger dans ce texte. Alors, mais que Max Ernst traduit par le traqué organisé, puisque stellen veut dire traquer comme traquer à la chasse. Une fois le Gestel, le traqué organisé provoque dans le Ragen, das Rasende, du cultivé, bestellen, l'autre, le contraire même, repose sur l'accordant, comme quoi apparaît le sauvant. Dans le langage, c'est une traduction littérale de la phrase de Heidegger. Dans le langage allemand courant, Gestel signifie un échafaudage. Dans le discours de Heidegger, il revient continuellement avec la signification de l'effort coordonné des sages pour traquer la nature. C'est une traduction qui est intéressante, elle n'a jamais été utilisée. En fait, si vous référez au texte français de la traduction, on a préféré garder
le mot avec son mystère. En général, dans les textes heideggeriens écrits en français, on voit ce mot de Gestel qui est constamment utilisé, mais non traduit. Et lui, il le traduit de cette forme, très intéressante d'ailleurs, l'effort coordonné des sages pour traquer la nature, provoquer dans ou vers et déplaisant et agaçant, le rageant ou délirant, qui râle, le cultivé, je suppose, l'accordant qui accorde, le est, le soi, je suppose. Qu'est-ce qu'accorde l'accordant? Personne ne le saura. Le est accordant, quoi? Point d'interrogation. Apparaît comme le sauvant. Qu'est-ce que sauve le sauvant? L'homme, probablement. Le mot fabriqué par Heidegger, entbergen, pour décacher, agace moins et il permet de jouer avec le contraire, verbergen, caché. Les mots courants pour la même relation, entdecken, bedecken, mettraient l'auditoire plus à l'aise. Mais créer un malaise, c'est ça qui est assez intéressant dans le commentaire de Ernst. Je vous dis, il est assez proche de Adorno dans son texte. Mais créer un malaise qui fait partie de la technique de Heidegger, figurez-vous le malaise accumulé dans une audience masochiste ou non, par une conférence de 2 heures où le sens souvent simple de chaque sentence est camouflé en profondeur par pareille phraséologie. Figurez-vous aussi le soulagement soudain au moment où le sage termine avec le questionner et la piété du penser. On a signalé que 5000 personnes ont exprimé leur soulagement par des applaudissements délirants pendant 10 minutes. Le public a été provoqué dans le rageant. Aussi désagréable que soit le langage heideggerien, on ne peut lui dénier une certaine grandeur militaire. C'est un peu proche là de Faye, puis Jean-Pierre Faye, qui est très anti-heideggerien et qui toujours joue sur l'appartenance de Hitler en 1933 au régime nazi et en tant que recteur de la faculté de l'université de Fribourg. Chaque mot porte l'uniforme heideggerien. Chaque phrase se plie aux ordres impitoyables martiaux du sage. Tout le monde marche au pas, en bon ordre, obéit à l'œil du commandant. Et si vous aviez la chance d'assister à un défilé de ces mots en uniforme, aux jolies figures de discipline que forment ces tirades, vous seriez étourdi, mais vous éprouveriez peut-être le même malaise que vous ressentez lorsque, par malchance, vous assistez à une projection cinématographique d'un défilé militaire. Du fameux néant qui néantit Heidegger, cher à nos existentialistes, existe-t-il image plus parfaite? Le délire de cette foule d'auditeurs serait-il un symptôme indiquant que pour la jeunesse universitaire et l'intelligentsia allemande, les messages retrouvés des grands romantiques ne tirent pas à conséquence quand les adolescents ont le choix entre eux et le pas de loi retrouvé? Sinistre perspective. Donc on voit qu'il est très anti-heideggerien. Permettez-moi de mentionner brièvement Werner Heisenberg dans la conférence dépourvue de toute grandiloquence, de tout formalisme. C'est le physicien Heisenberg. Et avec, à ce moment-là, l'établissement de ces fameuses relations d'incertitude. Nous a annoncé modestement, mais magistralement, la fin provisoire d'après lui de toute science de la nature comme telle, depuis qu'il est devenu évident que les seules méthodes possibles d'investigation des particules infimes influent et modifient les résultats.
À la science de la nature se substitue ainsi la science des réactions provoquées par les méthodes d'observation. Là où l'homme espérait surprendre les mystères de la nature, il ne voit que sa propre image reflétée dans le miroir. Cela ne vous rappelle-t-il pas cette image de l'infini que Picabia, autre surréaliste, que Picabia nous proposait, deux miroirs placés l'un en face de l'autre dans le vide? Puisque à la fois on est tenté de croire, mais en même temps ce que nous croyons n'est pas du tout ce que nous voyons, ou alors les rares choses que nous voyons sont contradictoires aussi. Bon, voilà, donc il y a un motif ici d'inquiétude et de terreur. J'ai moi un autre motif de terreur, c'est que je vois le temps se restreindre terriblement. Pour moi, ça m'amènerait à dire quoi? Il y a un terme qui serait ici très très utile et auquel d'ailleurs Max Ernst a forcément pensé, c'est cette notion d'inquiétante étrangeté. Hein, au fond, on est exactement dans Das Unheimliche, n'est-ce pas, dans ce texte Freud écrit vers la fin de la guerre, où Freud s'est d'ailleurs beaucoup servi d'un conte d'Hoffmann. Ce conte d'Hoffmann qui repose énormément sur le phénomène de la vue, cette vue qui est menacée justement. Bon. Bien. Or, Max Ernst est au courant, il lit les textes de Freud à cette époque-là, et donc il joue très ouvertement sur cette notion de cette étrangeté qui est à la fois très intime. Hein, si cette étrangeté est inquiétante, c'est parce qu'elle loge très très près dans notre pensée, dans notre cerveau, et qu'il y a cette espèce de balancement, de boitement entre quelque chose qui est extrêmement proche et en même temps un jeu d'ambiguïté est mis en place là. Bon, je suis un tout petit peu... allons, on passera sur celle-là qui... Bon. Pour aller plus vers l'essentiel, voilà. Voilà, essayons d'approcher un peu. Après quoi, j'essayerai de faire de sélectionner 2 ou 3 choses, et puis je m'arrêterai pour plutôt proposer que vous me posiez des questions. Voilà une chose bien connue de lui, hein, qui est, voilà, ce tableau, les 2 enfants sont 2 enfants menacés par un rossignol. Voilà. Oui, le titre était bien donné en français. Bon, pour moi, une œuvre majeure. Elle devrait figurer d'ailleurs, non? Elle n'est pas là-dedans, les 2 enfants menacés par un rossignol. Regardez comment c'est fait. Comment ça s'appelle? Ce sont les 2 enfants menacés par un rossignol. Bon. Alors, ce qui est très frappant... Il l'a classé... 2 enfants menacés J'ai par... l'impression... Non, comment a-t-il classé? Toi, tu reconnaîtras peut-être, puisque tu as présent dans les yeux, c'est la table des illustrations. Ah. Alors, est-ce qu'elle est chronologique? Je pense que c'est un tissu. Oh là, mais c'est immense. Cet livre-là, il y a le retour. Alors, regardez quelle œuvre de synthèse. D'abord, retour à l'illusion de la peinture la plus classique. Hein. On pourrait penser qu'on a affaire ici d'abord. Regardez rien que ce cadre extrêmement ancien,
qu'on est retourné à la peinture à la fois de la Renaissance ou même déjà de la peinture flamande du XVe siècle. Bon. Donc, avec ce merveilleux fond, mais encore une fois, dont on ne pourra pas exactement déterminer ciel, océan, allez savoir. Bon, mais c'est tout, ça c'est pour le fond, n'est-ce pas? Une belle peinture à l'huile. Pour le reste, là-dessus, carrément des collages, et puis alors des collages en relief. Regardez cette petite barrière, n'est-ce pas, qui est ajoutée là-dessus. Qui fait dans ce genre-là? Ben oui, le collage cubiste a procédé comme ça. Il y a un assembleur extraordinaire à cette époque-là qui s'appelle Kurt Schwitters, et qui lui a fait d'ailleurs des tableaux absolument magnifiques avec comme ça des morceaux de bois, des pièces, des morceaux d'étoffe, etc., qui fait des choses merveilleuses comme ça. Paul Klee, exceptionnellement, on a fait, Jean Arp en fait à cette époque, mais pas du tout avec cet esprit de rétablir l'illusion. Et puis cette petite maison en plus, et puis en plus avec le titre souligné, 2 enfants sont menacés par un rossignol. Et donc cette petite scène, qu'il est effectivement déplorable qu'on ne puisse regarder que toute minuscule comme ça, plus une chose que moi je suis peut-être le seul à pouvoir voir, là-dessus, j'ai pointé ma petite flèche là-dessus, un bouton, un petit bouton enfin c'est pas un bouton, une poignée de porte de buffet. Bon, avec au milieu d'ailleurs en point rouge, voilà, une sonnette d'alarme. C'est pas, donc c'est à la fois bouton de porte, sonnette pour qu'on puisse sonner l'alarme. Et d'ailleurs, il va y avoir un personnage qui va sonner l'alarme là-dessus. Bon. 2 enfants sont menacés par un rossignol, c'est ça le sujet. Et alors, effectivement, on voit le motif de la menace là-dessus. Bon. Parce qu'il y a, c'est une scène d'épouvante, il se passe des choses, une adolescente, une femme peut-être, se sauve là dans le paysage, qui part en fuite. Bon. Le rossignol. Et le rossignol, invisible. Jamais on ne verra le rossignol. Donc le rossignol, il est là comme une menace lointaine. Oui. À la fois urgente aussi, puisque sur le toit, là, au sommet du toit, un personnage est perché, et il va donc sonner l'alarme, quoi. Bon, il est marqué 2 enfants sont menacés par un rossignol, alors qu'il y a déjà, visiblement, eu un drame. Un enfant, peut-être il s'agit d'un enfant, effectivement, est déjà étendu sur le sol, donc un accident ou une menace, enfin quelque chose, ou un crime a déjà eu lieu. Bon, le personnage qui là-haut est planté sur le toit, d'ailleurs sur une jambe, et qui va donner l'alarme, est lui-même très ambigu, parce que dans les bras, il tient visiblement un bébé ou un petit enfant. Bon, est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce que c'est parce qu'il vient de l'enlever? Difficile à déterminer tout ça. Bon, donc il y a à la fois tout ce jeu sur la représentation illusoire, la destruction de cette représentation illusoire, puisque c'est du collage également. Pourquoi vient-on maintenant mettre la par-dessus, et en plus bien en évidence sur le cadre, ce petit portillon, hein. Bon. Tu vois bien là, hein? C'est trop petit. C'est très petit là, n'est-ce pas? Bon. Donc là, c'est un ensemble absolument virtuose, hein, et acrobatique, d'un jeu à la fois d'illusion, de déception de l'illusion, qui donc nous appartient et qui en même temps nous échappe. Et bien au fond, c'est beaucoup cela, quoi. Bon. Donc, hein, au fond, c'est faire appel
à, comment dire, à des événements qui échappent à notre volonté. Bon. Et donc qui nous laissent très largement en état de passivité. Bon, je vais essayer. Alors je vais tâcher donc de donner ça, de donner au moins, comment dire, le pendant de cette, et un autre volet de cet aspect de sa pensée, en nous emmenant très vite vers un plus attirante visuellement, mais qui est une des plus, j'espère l'avoir trouvée, éclairante intellectuellement. C'est ce que Max Ernst fait beaucoup plus tard en figurant, alors qu'à cette époque-là il était aux États-Unis, donc enfin mieux que réfugié. Hein. Il est installé aux États-Unis dans l'État de l'Arizona et il fait voilà ce tableau auquel il va donner le titre. Entre parenthèses, les titres, il les donne toujours après, souvent longtemps après. Hein. Là encore, vous pouvez voir à l'œuvre le dynamisme de la passivité créatrice. Voilà, le tableau se fait, on ne sait pas ce que ça sera, on ne sait surtout pas quel nom il aura. Le nom est apporté après. Bon, hein, c'est un effet donc de cette passivité. Alors ça s'appelle le surréalisme et la peinture, bien entendu, en écho à l'ouvrage d'André Breton qui d'ailleurs est paru déjà en entier. Comment s'appelle-t-il? C'est le surréalisme